Bonsoir à tous. À la une de ce journal, à peine construites, les infrastructures sportives se dégradent déjà, notamment celles qui ont abrité les centres agréés Covid-19. Le constat a été fait ce jeudi matin au stade Mbappé-Lépée à Douala, à quelques jours d'une mission d'inspection de la Confédération africaine de football. D'autres préoccupations suscitent de vives inquiétudes sur la route du CHAN 2021. Vous suivrez au cœur de ce journal la réaction du ministre des Sports. La fièvre électorale et un vent de contestation anti-Alpha Condé présagent d'une situation électrique à quelques jours du scrutin présidentiel prévu en Guinée-Conakry. Comment les différents candidats affûtent et préparent leurs arguments pour convaincre les indécis, et que fait l'opposition dans cette perspective d'élection présidentielle? Vous suivrez nos envoyés spéciaux dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce litige foncier qui provoque une grogne à Buea dans la région du sud-ouest. Des populations s'insurgent contre l'exploitation de leurs terres au profit de l'université de Buea. Celle-ci brandit pourtant un titre foncier et une récente décision de la Cour suprême la présentant comme propriétaire du terrain querellé. Pourtant, la bataille a pris une autre allure. Les populations sont descendues dans la rue pour contester ces différentes décisions et s'opposer à l'existence de l'université sur leur terre. On fait le point avec Derek Diator et François Dikoumé et également Eric Fopoussi. Le terrain fait l'objet d'une interminable discorde entre l'université de Buea et les populations du village Boulou. En fait, je parle en ma qualité d'avocat avec autorité. L'université de Buea n'a aucun titre foncier qui l'autorise à occuper cette terre. Maître Bouang Jerry Sobé est l'avocat des natifs du village Boulou et Maître Godi Belé, l'avocat de l'université de Buea. L'université a bel et bien un titre foncier sur ce terrain. L'une des copies est à ma possession et l'autre est aux autorités de l'université de Buea. Même le président Paul Biya ne peut venir prendre ce terrain parce qu'une procédure est en cours. Des positions diamétralement opposées au cœur de ce litige foncier. Tout ce que l'université de Buea fait est une fraude. Les populations de Boulou sont de leur côté descendues dans la rue. Leur protestation et appel se résument en une seule chose: l'université de Buea doit dégager en cessant toute activité sur leur terrain. C'est notre terrain ancestral. Les fils et filles de ce village en ont besoin pour se construire. Beaucoup n'ont plus où aller par manque d'espace. Dans cette lutte sans merci, les choses ont commencé à s'envenimer le 10 octobre dernier, lorsque des étudiants en agronomie constatent que des engins affrétés par les villageois sont venus détruire plusieurs cultures dans leur plantation d'expérimentation agricole. Le préjudice s'avère trop lourd pour ces étudiants qui voient ainsi leur année académique tomber à l'eau. Sur cette terre querellée se trouvent plusieurs installations de l'université de Buea, notamment un centre multimédia, le bloc administratif de la faculté de droit et sciences politiques et des plantations d'expérimentation pour les étudiants de la faculté d'agriculture et de médecine vétérinaire. J'appelle le corps étudiant à organiser une manifestation pacifique. Ils appellent déjà et me posent des questions. Monsieur le Président, que faisons-nous? Je leur demande simplement de dire que tout est sous contrôle. Et je supplie le gouvernement de dire quelque chose à ce sujet. Du côté des autorités universitaires, un récent communiqué du Vice-Chancellor rappelle la décision de la Chambre administrative de la Cour suprême, confirmant que le terrain appartient bel et bien à l'université. La récente interpellation et audition du père Ludovic Lado révèle une fébrilité des autorités. Selon ce prêtre jésuite, il déplore les conditions d'interpellation et surtout les questions qui lui ont été posées au commissariat concernant ses activités politiques, ses supposés liens avec le professeur Maurice Kamto et les raisons de ses initiatives de marche
raison fondée sur l'aggravation de la crise dans les régions anglophones et sa volonté d'interpeller les pouvoirs publics sur l'urgence de mettre un terme à cette guerre fratricide dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nos reporters ont rencontré Éric Ouattat et également Jean-Paul Chouniat ont pu relever les conditions dans lesquelles le père Ludovic Lado a été interpellé et sa détermination à poursuivre son initiative de marche et de pèlerinage entre Douala et Yaoundé. Reportage. Au tout début de sa marche pénitentielle, le 12 octobre 2020, pour un retour à la paix dans les régions en guerre du nord-ouest et du sud-ouest, le prêtre jésuite Ludovic Lado est interpellé à Edéa. Ils nous ont bien sûr demandé l'objet de notre présence dans la région et je leur ai expliqué que j'étais en pèlerinage. Leur problème, c'était même pas que j'occupais la voie publique, mais que je n'avais pas d'autorisation et que j'en avais besoin parce que ils avaient besoin de me protéger. On nous amène au poste de police d'Edéa. Arrivé au poste de police, ils nous séparent parce que ceux qui m'accompagnaient pour des raisons logistiques étaient au nombre de 2 et 3. Et ils nous auditionnent individuellement. Et après l'audition, ils nous embarquent en direction de Yaoundé. Au commissariat de Boumiébel, où le prélat est conduit, il est auditionné sur les motivations profondes de sa marche. La police cherchant à identifier la cause funeste que servirait le père Ludovic Lado. Le cas de Maurice Kamto, d'ailleurs, pendant l'interrogatoire, on nous a clairement demandé si on marchait pour lui. Je leur ai clairement signifié que les événements du 22 septembre sont venus bien après l'annonce de mon pèlerinage. Et donc ça n'avait rien à voir, mais ils ont insisté sur est-ce que c'est politique? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière vous? Est-ce que vous marchez pour Kamto? S'étonnant de la peur du régime de Yaoundé, face à toute initiative de manifestation publique pourtant inscrite dans la Constitution de janvier 1996, cet homme de Dieu s'indigne de la violation systématique des libertés fondamentales des citoyens dans notre pays. On ne peut même plus exprimer ses droits civiques et politiques, le droit de manifester par exemple, parce que justement ça fait peur. Évidemment la fin du règne de l'actuel président approche. Pour des raisons très objectives, l'âge et puis la longévité. Et donc, la grande bataille, c'est comment faire, bien sûr, pour conserver le pouvoir pour ceux qui sont en place et pour l'arracher pour ceux qui sont en face. Et donc, ça fait que c'est très crispé sur le plan des libertés publiques parce qu'on ne veut pas d'étincelles pouvant créer une effervescence ou un incendie politique. Relaxé en après-midi et raccompagné Manu Militari au pont de la Dibamba vers 18h, le père Ludovic Lado entend poursuivre son pèlerinage pacifique à travers le Cameroun, y compris dans les 2 régions anglophones en crise, du nord-ouest et du sud-ouest. La tension est montée d'un cran à l'hôtel Douala Rabinga, situé au quartier administratif de la capitale économique. Les employés réclament plus de 8 mois de salaire impayés et dénoncent de mauvaises conditions de travail. La direction de l'hôtel incriminé évoque la crise sanitaire pour justifier ces tensions de trésorerie. Mais pour les employés grévistes, le mal est plus profond au sein de l'établissement hôtelier. Évocation avec Steve Eboulet et Nadine Yambou. À l'hôtel Rabinga, ancien méridien au quartier Bonanjo à Douala, les employés sont en colère et à bout de force. Ils revendiquent plus de 8 mois de salaire. Vous êtes sans ignorer, étant être humain, il y a des charges incompressibles, telles que se nourrir, telles que se soigner. Alors qu'un employeur vous tient pendant 9 mois, sans vous donner un radis, compte tenu de cette situation de pandémie où les activités étaient au plus bas, ça n'a pas empêché qu'il fasse des recouvrements ou qu'il y ait des nouveaux clients qui ont séjourné en groupe. Ce groupe n'a pas laissé dans les caisses de l'hôtel moins de 20 à 30 millions de francs. En plus de ces salaires impayés, les employés grévistes déclarent n'avoir pas d'assurance maladie et CNPS. Leurs conditions de travail, devenues de plus en plus difficiles avec la rentrée scolaire, les ont poussés à la rue. Il a néanmoins promis qu'il devrait payer 2 ou 3 mois de salaire en espèces avant la rentrée scolaire et les autres se suivront par les virements bancaires comme à l'accoutumée. Chose qui a contenté les employés, qui a donné un peu du baume au cœur des employés. Jusqu'à la fin du mois de septembre, on n'a eu aucun signal. Par la même occasion, il a sorti un courrier annulant le programme de rotation.
et menaçaient les employés qui ne reprenaient pas le service de licenciement. Du côté de l'administration de l'hôtel Rabinga, la pandémie de coronavirus serait à l'origine des tensions de trésorerie que connaît l'établissement hôtelier. Tout le monde le sait, avec la pandémie de la Covid, depuis le mois de mars, les activités ont été en arrêt à cause de la fermeture de frontières et nous savons tous que les secteurs d'activité qui ont été touchés le plus, c'est le secteur hôtelier et le tourisme. Donc du coup, nous-mêmes, nous avons pâti, nous avons été en arrêt de travail pendant pratiquement 8 mois, depuis le mois de mars. Et c'est aux alentours du mois d'août que les activités ont repris, mais vraiment très timidement. D'où ces manquements au niveau de la paye. Des arguments balayés d'un revers de la main selon des grévistes qui affirment que le malaise était profond avant le déclenchement de la pandémie de coronavirus au Cameroun. Dans ce jeu de ping-pong, l'hôtel accuse ses employés d'avoir vandalisé les équipements et détourné des clients vers d'autres structures hôtelières. À côté de ces manifestants, les fournisseurs et autres partenaires se sont joints au mouvement d'humeur pour revendiquer le paiement des factures de leurs prestations. Nous avons vu mieux de s'associer avec eux parce que nous réclamons tous nos dus. 3 250 000 de livres du poisson frais ici, depuis près de 10 ans. Au moment où nous quittions les lieux, le climat était toujours tendu entre les employés et la direction de l'hôtel Rabinga. Les activités tournent au ralenti. Après les inondations vécues à Bafoussam, les municipalités envisagent de démolir plusieurs maisons d'habitation. Les populations crient au scandale, déplorant le manque d'un plan d'accompagnement vers d'autres lieux plus sûrs. C'est le constat que fait le Cled Sakem dans ce reportage. Des pluies diluviennes qui s'abattent dans la région de l'ouest du Cameroun ne sont pas sans conséquences pour les populations de cette contrée. Dans certains quartiers populeux de la ville de Bafoussam, ces dernières subissent d'innombrables dégâts des inondations dont l'ampleur commence à inquiéter les autorités locales. C'est mauvais, c'est catastrophe. Nous sommes à Bafoussam comme ça là. On a envahi le pont jusqu'à traverser la route. Craignant d'éventuelles catastrophes à l'angoissée, les services techniques de la communauté urbaine de Bafoussam viennent de procéder à une opération de recensement de logements construits dans les zones à risque dans une vingtaine de quartiers. À Femla 2, arrondissement de Bafoussam 1er, des croix de Saint-André apposées sur les murs, sommant les occupants des lieux de déguerpir. Je suis ici depuis 1969. Quand j'arrive, il n'y a presque personne sur les petites cases qui sont au bord de la route là. Je me suis installé. Depuis ce temps jusqu'à nos jours, je n'ai jamais eu de problème. Sinon, vous voyez que l'eau coule à toute saison là. Que ce soit en son, sèche, en son de pluie, il y a toujours l'eau qui coule. Bon, ceux qui sont passés l'autre jour nous ont demandé qu'est-ce que nous souhaitons qu'ils fassent pour que ce quartier soit viable. Nous l'avons expliqué. Bon, vous voyez qu'il y a des eaux partout. Si on peut les canaliser, ça nous ferait beaucoup de bien. Ou bien nous aider à construire des murs de soutien là où il y a éboulement. Sur de nombreux sites, pourtant, la menace de plus en plus perceptible. Ce ravin proche des maisons d'habitation, il y a quelques années, n'était qu'une infime passage d'eau de pluie. La pente s'est agrandie au fil des jours et représente aujourd'hui une réelle menace pour les populations riveraines. Réellement, je suis ici au quartier depuis plus de 40 ans. Quand j'arrivais, le trou était tellement petit. Nous, on traversait loin là-bas. La route même passait. On passait avec une petite planche comme ça. Mais petit à petit, voilà comment ça se retrouve maintenant. Dans 3 ans au trou, ça va retrouver le blanc goudron. Tous les étages qu'on fait là, ça risque dans 3 ans au trou, ça va retrouver le blanc goudron. Si ça attaque déjà la route, c'est que dans 10 ans au trou, ça va attaquer le gouverneur. Nous sommes comme ça les voisins du gouverneur. Certains logements dans le périmètre commencent à céder suite aux secousses qui se vivent dans la zone. Toute chose qui a obligé certains habitants à libérer pour des lieux plus sécurisants. Les locataires ont fui l'immeuble ici, mais les autochtones seront obligés de rester parce qu'ils ne savent pas où aller. Rien ne dépasse le gouvernement. Qu'il fasse quelque chose pour notre trou ici. Pour notre quartier ici. Au moment où l'on célèbre la journée mondiale des risques de catastrophe, l'urgence est signalée pour ces populations de la ville de Bafoussam installées dans les zones à risque
au prix de leur vie. Ces bâtisses qui sortent des terres dans ces zones à risque traduisent l'un des symptômes de la misère, alors que les logements sociaux sont inaugurés à grande pompe par les autorités, s'acquièrent malheureusement à prix d'or. Dans le bras de fer judiciaire opposant le professeur Maurice Kamto à l'État du Cameroun, un nouvel épisode s'est tenu ce jeudi au tribunal de première instance centre administratif à Yaoundé. Selon l'avocat maître Hippolyte Méli, membre du conseil du président du MRC, il a été décidé du report de l'affaire au 29 octobre 2020 pour les écritures des administrations publiques mises en cause. Ces différentes administrations traînées en justice sont le ministère de l'administration territoriale, représenté par 4 fonctionnaires, la délégation générale à la sûreté nationale, représentée par 4 commissaires divisionnaires à l'audience tenue ce jeudi, et le secrétariat d'État à la gendarmerie, qui est également représenté par un colonel magistrat. Selon les avocats de Maurice Kamto, il n'a pas pu se rendre à l'audience pour défendre lui-même ses droits en raison de cette mesure d'assignation à résidence de facto qu'il conteste et qu'il demande la levée immédiate de la voie de fait administrative. Ces avocats précisent qu'ils ont demandé le transport immédiat du tribunal au lieu du domicile de Maurice Kamto à Santa Barbara à Yaoundé afin de constater des actes matériels d'assignation à résidence de fait. Selon maître Hippolyte Méli, la demande a été repoussée à plus tard. Ce collectif d'avocats qui a rendu compte à travers un communiqué après l'audience tenue ce jour à Yaoundé. Évoquons à présent cette visite du ministre des Enseignements secondaires à Douala. Elle a constaté la difficulté que rencontrent plusieurs établissements scolaires publics à faire respecter les mesures barrières. Les enseignants se soucient de moins en moins du port du masque dans les salles de classe et les points d'eau sont insuffisants au regard du nombre d'effectifs importants dans plusieurs lycées. Reportage signé Isabelle Carole Zoupette. 2 semaines après la rentrée scolaire, le respect des mesures barrières est loin d'être une préoccupation majeure sur les campus des lycées à Douala. Même les enseignants font peu d'efforts pour sensibiliser les élèves ayant négligé le port du masque. La ministre des Enseignements secondaires a interpellé élèves et responsables du lycée bilingue de Bonabéry sur l'insécurité sanitaire observée dans cette école. Ils croient que c'est une mesure de discipline quand on les voit. Dès qu'il n'y a plus de regard, voilà la grosse. Parce qu'il y en a qui ne savent pas respirer un moment. Sur le campus, Pauline Nalio-Valionga constate une insalubrité criarde dans les toilettes où les enfants sont appelés à faire leurs besoins. Le manque d'entretien dans cet espace expose de les apprenants à des risques élevés de maladies. D'autres établissements scolaires éprouvent des difficultés à renforcer la sécurité sanitaire. C'est le cas au lycée bilingue de Niala où le dispositif de prévention contre la pandémie est insuffisant. Les points d'eau aménagés sur le campus sont largement en deçà des effectifs enregistrés dans ce lycée. Autre problème, c'est la vétusté des infrastructures qui peinent à offrir un cadre optimal de formation pour les élèves. Les conditions d'alimentation des élèves sur les campus scolaires sont également une source de préoccupation pour la communauté éducative. La ministre des Enseignements secondaires a fixé les conditions d'exercice des activités dans les cantines scolaires. Toutes les cantines doivent être ouvertes, mais surtout être propres, très propres, et offrir de bons repas aux élèves. C'est très important. Les chefs d'établissement, quant à eux, posent le problème d'insuffisance de moyens d'accompagnement pour respecter les mesures de sécurité sanitaire.
contre toute attente, le ministre de la fonction publique a annulé sa conférence de presse. Pourtant, il avait annoncé en grande pompe sur la page Facebook officielle de ce ministère. L'objectif était de présenter à la presse qu'il existe, selon le ministre de la fonction publique, une transparence dans l'organisation, le déroulement et la correction des épreuves du concours d'entrée à l'ENAM. Les résultats cette année sont controversés au regard des nombreux recours gracieux introduits auprès du ministère de la fonction publique, dénonçant le fait, par exemple, pour le mouvement des 10 millions de nordistes, que le quota réservé à la communauté du Grand Nord n'a pas été respecté. D'autres candidats ont déploré le fait que leurs camarades étaient absents durant le concours d'entrée à l'ENAM et ils ont été surpris de leur voir être admis durant cette session 2020-2021. Et le ministre qui a indiqué dans un communiqué qu'il a respecté les différents quotas en vigueur au Cameroun. Il a même annoncé une conférence de presse. Elle a été reportée à une date ultérieure selon les dernières informations. Parlons à présent de l'insécurité alimentaire. Le taux d'insécurité alimentaire ne cesse de grimper au Cameroun. C'est du moins ce qui ressort d'une enquête réalisée sur la situation alimentaire dans ce contexte de crise sanitaire et de défis sécuritaires dans plusieurs régions du Cameroun. Les différents résultats de cette étude sur la sécurité alimentaire ont été présentés au gouvernement afin qu'il affine sa politique d'amélioration de l'agriculture au Cameroun. À ce sujet, je vous invite à suivre les experts du FAO et d'autres experts qui s'expriment sur les résultats de cette étude menée sur la situation sécuritaire alimentaire au Cameroun. Les données actuelles, nous avons mené une enquête nationale de sécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire. Nous avons également des données climatiques qui nous viennent de FUSNET, USAID. Nous avons toutes les données qui sont récentes, qui datent de moins de 3 mois. Nous avons vu au mois de juin, juillet, août, c'était pas alarmiste. Malheureusement, dès l'analyse du mois de mars, nous avons eu la Covid-19. Et l'impact de la Covid-19 a augmenté le nombre de personnes en insécurité alimentaire. Nous allons analyser la sécurité alimentaire dans un contexte particulier de la Covid-19. À l'analyse de mars, nous avons trouvé plus de 2 millions de personnes en insécurité alimentaire au Cameroun. Chose qui a été un peu exacerbée par rapport à la pandémie que nous connaissons tous de Covid-2019. À date, nous ne pouvons pas vous confirmer exactement est-ce que toute cette population sont en insécurité alimentaire maintenant. Avec les outils que nous allons utiliser pour analyser la situation, après plus de 2 semaines d'enquête et de collecte de données dans les 58 départements, les 10 régions du Cameroun, pour regarder les informations, regarder ceux qui sont partis sur le terrain, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme information, comment la situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle est dans le Cameroun. L'administration publique fait face à des difficultés de trésorerie. La Direction générale des douanes reconnaît qu'elle peine à collecter des taxes. Ses performances sont passées de 2 milliards à moins de 100 millions par mois, justifiant ainsi cette taxe sur les téléphones qui vise, dit la douane, à retrouver l'équilibre de ses caisses tout en luttant contre la fraude et la contrebande au Cameroun. Explication avec Rodrigue Ngassi et Ike Cyril. Après les vives contestations suite à l'annonce de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation concernant la collecte des taxes sur le téléphone, la Direction générale des douanes se fend en explication. D'abord sur le plan fiscal, il est question, dit-elle, de retrouver l'équilibre de ses caisses. Nous nous sommes aperçus que nos recettes avaient drastiquement baissé sur le poste des téléphones importés. Alors pour quelques chiffres, il y a environ 20 ans, nous collections à peu près 2 milliards de francs CFA par mois au titre des importations de téléphones. Aujourd'hui, nous en collectons moins de 100 millions de francs CFA par mois. Sur le plan économique, la Direction générale des douanes fait savoir que la nouvelle réglementation vise à traquer les fraudeurs. Il s'agit pour nous de lutter contre les grands fléaux sur ce téléphone. Il s'agit notamment de la contrebande. Il s'agit également dans cette mission économique
de jouer le rôle de régulateur économique en permettant ou en contraignant ceux qui sont passés par des voies frauduleuses de s'acquitter des droits et taxes de douane de manière à rétablir une saine concurrence entre l'ensemble des opérateurs. Pour être plus précis, la Direction générale des douanes explique comment fonctionnera la réglementation dont l'entrée en vigueur est annoncée. L'ensemble de ces opérateurs sont tenus à un certain nombre d'obligations qui consistent essentiellement en la fourniture ou en l'ouverture de leur réseau sur la plateforme gouvernementale et également à la collecte de l'ensemble des droits et taxes de douane qui sont reversés systématiquement à la fin du mois à l'administration des douanes. Donc ce sera les opérateurs qui collecteront l'ensemble des droits et taxes de douane, lesquels seront reversés à la fin du mois à l'administration des douanes à travers une déclaration en détail. Selon la Direction générale des douanes, l'ensemble des opérateurs du secteur de la téléphonie ont pris part aux travaux préparatoires de cette innovation qui, selon elle, arrive même tardivement. C'est une innovation de l'article 7e de la loi de finances pour l'exercice 2019 qui a connu un ensemble de processus. C'est ce processus qui était long, qui explique pourquoi c'est en octobre 2020 que cette mesure va finalement rentrer en vigueur. Alors ce processus a vu la participation de l'ensemble des acteurs de cette filière, en commençant par le ministère des Postes et Télécommunications. Nous avons également le ministère des Finances. Nous avons également le régulateur, l'agence de régulation des télécommunications, l'ART. L'ANTIC également était là pour veiller sur les aspects sécuritaires. Et nous avons également vu la participation de l'ensemble des opérateurs de téléphonie opérant au Cameroun. À en croire la Direction générale des douanes donc, seul le consommateur n'a pas été convié aux travaux. Pourtant, c'est lui qui devra payer le prix fort. L'aménagement des centres agréés Covid-19 dans les stades a-t-elle été fait à l'emporte-pièce? Au stade Mbappé-Lépé, ancien centre Covid-19, l'aire de jeu s'est dégradée à tel point qu'une partie de la pelouse a été arrachée. Et l'on note qu'il y a des travaux de réhabilitation en urgence qui sont annoncés. D'autres points d'ombre ont été relevés durant la visite du ministre des Sports. Le professeur Narcisse Mouelekombi, optimiste, a prescrit l'amélioration de la maintenance et l'entretien de ces infrastructures sportives à quelques mois de la compétition du CHAN 2021. Évocation avec François Dikoumet et Sylvestre Hippolyte Zangao. Ce n'est pas un champ de patates. Il s'agit bel et bien de la pelouse du stade Mbappé-Lépé d'Akwa à Douala. Cette aire de jeu, affichée pourtant fière à lui il y a encore quelques mois. Mais avec la pandémie du coronavirus, le ministre de la Santé publique y a fait installer un centre de dépistage et de prise en charge de ce virus mortel. Résultat des courses, la pelouse a été arrachée sur une bonne surface. Et si à première vue, tout est à refaire, le ministre des Sports et de l'Éducation physique se veut rassurant sur la disponibilité de ce stade, retenu comme stade d'entraînement pour le CHAN, prévu dans 3 mois. Vous avez évoqué la situation de Mbappé-Lépé qui, en raison d'un cas de force majeur et au regard de la nécessité et de la légitimité de l'action du gouvernement en matière de protection des populations en période de crise sanitaire, comme ce fut le cas, et comme c'est d'ailleurs encore le cas avec la pandémie du coronavirus, a été sollicité pour l'installation d'un dispositif anti-Covid. Nous y avons été ce matin, le démantèlement a été engagé, mais dans la perspective de solutions qui puisse permettre de rendre cette infrastructure sportive disponible. L'État a pris ses responsabilités, l'État mettra les moyens nécessaires à disposition pour que le stade de Mbappé-Lépé puisse retrouver sa fonctionnalité à l'horizon du CHAN. Alors que le démantèlement de ce centre Covid est en cours, des interrogations fusent, dont la principale est de savoir qui a eu l'idée d'installer un tel ouvrage sur une pelouse dont la délicatesse est connue. Qui paiera la somme supplémentaire pour la réhabilitation? Sans doute le contribuable camerounais. Sur la route du CHAN 2021, le ministre des Sports et de l'Éducation physique
a également visité le stade de la réunification de Douala, qui sera déjà sollicité avant même le CHAN, notamment pour les matchs Cameroun-Mozambique et RCA Maroc, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022. La pelouse et les tribunes sont prêtes. Un gros problème demeure pourtant à Bipanda. C'est le mauvais état de la route principale qui mène au stade. Hervé Emmanuel Koum, qui assure la coordination du site, affirme que les dispositions sont prises pour la réhabilitation de cette route avant le coup d'envoi du CHAN. À Japoma, le stade n'attend plus que les joueurs pour que des espaces modernes ont été aménagés dans les vestiaires. La pelouse, principal théâtre des opérations, est déjà praticable et les tribunes colorées attendent les supporters pour une bonne ambiance. Il ne reste plus qu'à achever la construction des autres infrastructures du complexe sportif de Japoma. Il ne reste donc plus que les experts de la Confédération africaine de football attendus au Cameroun dans les prochains jours. Mais pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le Cameroun est fin prêt pour accueillir le CHAN qui va se disputer dès le mois de janvier 2021. Nonobstant la mauvaise qualité de l'aire de jeu du stade de Mbappé-Lépé, un stade qui a pourtant été retenu par la CAF comme stade d'entraînement pour les équipes qui seront abritées dans la ville de Douala. Sur la route du CHAN 2021, pour Equinox Télévision, François-Rodrigue Dukoumé, Sylvestre Hippolyte Zangao. Allons à présent en Guinée-Conakry, nous attendent nos envoyés spéciaux afin de vivre l'ambiance électorale à quelques jours du scrutin présidentiel prévu le 18 octobre prochain. Comment la presse guinéenne traite-t-elle de cette campagne électorale sur fond de tensions politiques? Vous le savez, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, il y a un vent de contestation contre le président Alpha Condé, président sortant, candidat à sa propre succession, un mandat de trop selon une partie de l'opposition. Pour autant, l'un des principaux leaders de l'opposition est son challenger à cette élection présidentielle. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guy Zogo. La température d'une élection, c'est aussi dans la presse qu'elle se mesure. Ici à Conakry, c'est bien le cas, avec les journaux qui parlent abondamment de l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. On a le quotidien national, l'équivalent de Cameroun Tribune au Cameroun, Oroya, qui parle de présidentielle du 18 octobre, les candidats plus près des électeurs. Il s'agit effectivement de la campagne électorale à l'intérieur de la Guinée, qui a commencé avec le président Alpha Condé, qui était donc à l'intérieur de la Guinée et qui a regagné Conakry hier soir seulement. Il s'agit également de La Lance, qui est un journal de l'opposition, qui dit, un journal privé, qui dit UFDG interdit de campagne en Haute-Guinée avec Selou Dalin Diallo, le principal adversaire du président Alpha Condé, qui estime donc que son parti a été interdit de campagne en Haute-Guinée. Et effectivement, ce journal évoque cette question à sa une. Nous avons également le Lens, qui est un journal privé également, qui dit Guinée, campagne électorale 2020, Dalin a déstabilisé Alpha. Alors, il s'agit effectivement d'une situation dans laquelle ce journal relève que le candidat de l'opposition a plus mobilisé que le président en place, et cela est illustré à la une de ce journal. Nous avons également l'Observateur, Selou Dalin Diallo Akoulé, qui explique qu'une fois qu'il sera au pouvoir, installé à la présidence guinéenne, il fera revenir Dadis Camara qui a dirigé effectivement la Guinée ici avec des coups d'éclat et qui a été victime d'un attentat avant de quitter effectivement le pouvoir dans des conditions un peu rocambolesques. Nous avons le Populaire, petit conseil d'amis à des candidats hargneux, le Populaire qui explique qu'il faut éviter les discours haineux lors de cette campagne électorale pour ne pas raviver les tensions et avoir un scrutin tout à fait apaisé. Et pour terminer cette revue de presse, il y a l'Union qui parle du fichier électoral qui a été validé par la CEDEAO. Effectivement, une mission de la CEDEAO qui a séjourné ici à Conakry, laquelle a effectivement examiné le fichier électoral et l'a validé, ce qui fait dire à ce journal l'Union qu'effectivement le fichier électoral guinéen pour l'élection du 18 octobre est fiable. À Conakry, pour cette revue de presse sur les élections présidentielles guinéennes, Emmanuel Diop, Guy Zogo, pour Equinox Télévision.
Après nos envoyés spéciaux en Guinée-Conakry, allons en Côte d'Ivoire, où Pascal Affi-N'Guessan et Henri Konan-Bédié mettent davantage la pression sur le gouvernement ivoirien à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ils exigent des réformes urgentes sur le processus électoral afin de garantir une élection transparente et crédible le 31 octobre prochain. Je vous invite de suivre à présent Pascal Affi-N'Guessan, l'un des candidats à cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante est à l'heure actuelle monocolore puisque l'opposition n'y siège pas. Elle est caduque parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par différents arrêts, a indiqué clairement que cette commission électorale indépendante ne répond pas aux critères internationaux et qu'elle doit être réformée avant toute élection. Nous avons décidé de porter solennellement à la connaissance de tous nos électeurs, de tous nos militants et du peuple de Côte d'Ivoire, à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, que le processus électoral en cours ne nous concerne nullement, que nous ne sommes pas du tout concernés par le processus électoral en cours, que ce processus électoral est illégal parce qu'il ne répond nullement à aucun critère international et que nos militants, comme les électeurs ivoiriens, doivent s'abstenir de participer tant en ce qui concerne la distribution des cartes électorales qu'en ce qui concerne la campagne électorale. Nous invitons en conséquence nos militants sur l'ensemble du territoire à faire barrage à ce coup d'État électoral que le président Alassane Ouattara s'apprête à commettre, à empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin et à mettre en application le mot d'ordre du boycott actif par tous les moyens légaux à leur disposition afin que le pouvoir actuel consente à convoquer l'ensemble des forces politiques nationales afin de trouver des solutions acceptables à toutes les revendications qui sont ressorties. Toujours dans cette actualité ivoirienne, les cadres du RHDP dénoncent la surenchère politique de la part de ces candidats de l'opposition et la commission électorale a maintenu la date du scrutin présidentiel, indiquant que tout est fin prêt pour permettre une élection transparente, a indiqué les responsables de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Et vous l'avez compris, Equinox Télévision, au cœur des événements majeurs de l'actualité africaine, vous permettra de vivre ces élections présidentielles en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire avec des interviews exclusives et des comptes rendus de campagne électorale. Et un rendez-vous à ne pas manquer ce soir à partir de 21 h sur Equinox Télévision. Regard Social s'intéresse aux crimes passionnels. Ce fléau prend de l'ampleur au Cameroun. Quelles en sont les causes et les différentes manifestations? Comment on en est arrivé là? Vous suivrez les experts réunis autour de Flavien Dongo, présentateur de cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 48 heures après avoir été ramené à son point de départ, qui était Douala, le père Ludovic Lado parle. Il s'exprime sur les conditions à la fois d'interpellation et d'audition du côté des DA dans la Sananga maritime. Il a été surpris d'être interrogé sur sa région d'origine, sur une supposée proximité avec le leader Maurice Kamto, leader du MRC, et sur le fait que son initiative de marche a un lien avec la manifestation du 22 septembre annoncée par le professeur Maurice Kamto. Il a dénoncé cette audition de la part de la police et a manifesté sa détermination à poursuivre son pèlerinage à travers le Cameroun afin d'interpeller la conscience des dirigeants camerounais sur la nécessité de mettre un terme à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est Jalin. Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, renvoie sine die
le dîner de presse Pourtant, était prévu aujourd'hui. Pourtant, il avait annoncé en grande pompe sur la page Facebook officielle du ministère de la fonction publique, indiquant qu'il devait présenter à la presse réunie, qui devait se réunir ce jour, des éléments permettant à la presse de comprendre qu'il y a une transparence dans l'organisation des concours d'entrée à l'ENAM, et sans donner les raisons officielles de ce report sine-die. Il a annoncé que cette conférence de presse ne va plus se tenir, et une conférence de presse reportée au moment où il y a une vague de contestation des résultats du dernier concours d'entrée à l'ENAM. Des recours gracieux ont été introduits auprès du ministère de la fonction publique afin que ces résultats soient annulés au regard de la controverse sur la publication des supposés admis à ce concours d'entrée à l'ENAM. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Bon week-end à vous, Cédric. Bon week-end également à vous, Serge. Rendez-vous lundi. 20h. Madame.